Bonjour à vous toutes et tous. Monsieur le Président, respectueux, c'est un honneur pour moi et je suis très content. C'est une thématique favorite pour moi, que nous faisons de progrès. Ce qui se passe chez nos patients, on ne s'occupe pas de cela. Donc, mon intervention va vous emmener vers une autre dimension du progrès médical. Il y aura à peine des expériences et des résultats, mais la réalité à laquelle nous faisons face tous les jours. Donc ça, c'est la base de mon intervention. Je vais vous emmener vers le temps enseignant de l'histoire médicale. Et avant, je voudrais dire que la science médicale aujourd'hui est un produit de la technologie. Lorsque vous changez la vitesse, vous changez également la technologie. C'est ce que l'Hippocrate dit, que même si vous découvrez quelque chose, vous allez vous décevoir à ce que vous venez de découvrir. Donc, ce que vous découvrez aujourd'hui, d'ici 10 ans, les gens ne vont pas y croire. Et les médecins résidents, parce qu'on ne peut pas croire qu'il fallait faire l'anesthésie avec les terres ouvertes. Et d'ici 10 ans, les gens ne peuvent pas même reconnaître l'appellation d'éther. Donc, cela veut dire que la technologie a changé et pour développer la science, nous devons pousser l'art de la médecine dans un coin noir. Et si nous voulons nous occuper de nos malades, nous devons équilibrer l'art de la médecine et la science de la médecine. Donc, je vais vous faire remonter dans le temps ancien. Pendant l'Antiquité, l'évidence était women, c'était des femmes donc, qui étaient des praticiennes de médecins. Et Nathan Davis, il a découvert que les praticiennes de médecine autrefois, c'était des femmes qui ont commencé en Égypte, dans la mythologie hindoue, où il y a l'histoire de Satyavan et Savitri, où Satyavan meurt et Savitri essaye de le ressusciter grâce au sentiment et puis à la loyauté à son mari. Donc, elle lui a donné la vie. Et c'est de là que la médecine a commencé. C'est pareil dans la mythologie égyptienne. On a la même histoire. Et ensuite, la première intervention chirurgicale dans l'area de tribu naissant. Donc, il faisait un trou dans le crâne, pensant traiter donc toutes les maladies. Ça, c'est la peinture fameuse par un peintre danois. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils essaient d'enlever une pierre du crâne et essayent de guérir le problème psychologique. Et lorsque John Hunter, il a fait la première expérience, et le progrès, et ce sont des jalons de progrès de nos découvertes médicales à partir de 2000 avant Jésus-Christ, lorsqu'il y avait des charlatans, et nous sommes arrivés à une ère où il y en a imagerie basée sur la résonance en 1977. Alors, quel est le progrès au niveau de cancer? Encore un romancier, Clifford Pickard, dans un livre médical, il a écrit intitulé Le charlatan vers les chirurgiens robotiques. Le thème était le progrès en cancer est devenu assez très important et on est arrivé d'un niveau fatal vers un niveau gérable. Mais ensuite, de la philosophie, on est arrivé pendant les décennies. Il y a 2 décennies basées sur l'épreuve, qui est basée sur le journal de l'Association médicale du Canada.
il y avait des publications basées sur les preuves. Et puis l'essence de cette communication, c'était que l'idée d'intervention médicale, les services doivent être évalués à base des preuves fiables pour leur efficacité. Donc, c'est ce qui a été dit. Ensuite, un changement majeur. Donc, la médecine basée sur les preuves va apporter un changement important dans la science médicale. Donc, c'était un argument par plusieurs personnes. Plusieurs communications ont été écrites sur cela. Je ne suis pas contre la recherche. Je ne suis pas contre donc les médecines basées sur les preuves. Mais il ne faut pas oublier un certain nombre de points avant de suivre quelques directives ou bien des messages basés sur la médecine basée sur les preuves. Par exemple, quand on parle des malades cancéreux, donc 5 ans de survie pour 20% ou bien 2 ans de survie pour 1%. Donc, comment un médecin peut apporter un jugement clinique? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, pour ces médicaments basés sur les preuves, il n'y a pas de possibilité pour Ayurveda, l'acupuncture, l'homéopathie, qui donne également une bonne preuve. Il n'y a pas de place pour les médecins qui font des expériences cliniques lorsque nous savons que les essais cliniques peuvent nous apporter des bons résultats. Donc ce sont quelques points qui sont contre cela et qui ont été également publiés. Et il n'y a pas de directive de qualité, il n'y a pas de rapport de qualité par rapport à nous pouvons quantité, donc nous pouvons améliorer la quantité par 10% ou bien 20%, mais est-ce que la qualité de vie, est-ce que nous arrivons à l'améliorer? Ces médicaments ne peuvent pas nous indiquer. Donc le progrès de la thérapeutique au niveau de cancer, oui, c'est substantiel. Donc je ne dis pas non. Depuis 2 jours, donc on en a entendu parler, le progrès au niveau de l'immunologie, nanotechnologie. Il y a des nouvelles molécules qui ont été découvertes pour traiter les nouveaux types de cancers. Et puis les robotiques qui a remplacé donc un chirurgien expérimenté. Il n'y a pas de place pour un bon chirurgien de se mettre, il n'y a pas de place pour lui si vous effectuez la chirurgie robotique. Mais ce qui s'est passé avec tous ces progrès, de façon définie, il y a un côté positif. Le cancer qui était sans guérison peut être maintenant guéri. Et puis, les interventions chirurgicales moins invasives, et puis espérance de vie a augmenté, le taux de survie a augmenté, et aussi une meilleure gestion de douleur, et puis un meilleur profil de médicaments. Alors, mais il y a des points, il y a des inconvénients aussi, lesquels augmenter l'espérance de vie avec de nouvelles complications, avec le progrès de technologie de dernier cri, avec les ressusciteurs cardiopulmonaires, la dialyse et ainsi de suite. Nous créons des produits qui sont résistants aux médecines. Donc ça, c'est un grand débat qui est en cours dans le monde. Comment donc traiter cette question des médicaments qui résistent aux autres? Alors, nous parlons des meilleurs médicaments, mais les meilleurs médicaments coûtent très cher. Donc, ce n'est pas possible. Et puis, d'autres aspects négatifs qui donc réduisent aussi la qualité de vie. Si on continue à donner la chimiothérapie pour quelqu'un, la qualité de vie devient inférieure. Et puis, nous parlons aussi des questions pour s'occuper de la fin de vie de quelqu'un. Il faut qu'il y ait une approche équilibrée. Lorsque nous parlons des questions dans la fin de vie, donc il faut aussi parler de qualité de vie même à ce niveau-là. Donc ce sont des questions négatives. La perte majeure, d'après moi, c'est la perte de confiance d'un patient commun en communauté médicale. La personne ne sait pas est-ce que je dois porter ces molécules
Est-ce que je vais porter dans le groupe de 10% ou 90%? Donc il n'y a plus de confiance. Donc il y a une perte de confiance en facilité de santé. Ça, c'est la plus grande perte que nous avons créée avec le progrès technologique. Et puis le fardeau de coût qui devient de plus en plus important sur la famille. La famille est prête à dépenser beaucoup d'argent pour ces nouvelles molécules, mais finalement le résultat peut-être pas bon. Donc le output n'est pas aussi positif. Encore, Hippocrate, il a fait une promesse, ne pas traiter un patient qui est maîtrisé par cette maladie. Ce que je voulais dire dans mon information, le progrès technologique est important, il faut l'appliquer sur un certain groupe de patients, mais si quelqu'un est vraiment surchargé par la maladie, il faut se détendre, réfléchir avant d'offrir une thérapie avancée à ce malade. Ça, c'est un cliché très favorable. Moi, je voudrais vous demander où vous voulez mourir. Est-ce que vous voulez mourir dans un centre d'urgence, hôpital, de soins, un hospice? Et combien de vous voulez mourir à la maison, entouré des gens chers à vous? Donc tout le monde préfère mourir donc à la maison. Donc 90% des patients donc meurent dans les hôpitaux. Et pourquoi cela se passe? À cause du progrès technologique, nous avons créé les ventilateurs, les moniteurs, les nouveaux médicaments qui continuent à prolonger la vie de nos proches. Et c'est ce que nous donnons donc à nos patients, malgré le fait de savoir que cette personne ne va pas survivre. Nous créons donc une situation précaire pour nos proches qui sont chers à nous. Ça, c'est donc la vérité amère du progrès technologique. Mais ce qui est également vrai, c'est que nous devons suivre et respecter l'éthique médicale, la déontologie médicale, parce que nous avons pris un serment et la technologie au coût de questions éthiques. Nous, on n'est pas concernés par l'autonomie de patient. Nous, on n'est pas concernés par ce que nous pratiquons aujourd'hui. Est-ce que ça va aider nos malades? Est-ce que je fais du mal? Je nuis donc à la condition de malade en faisant quelque chose, en appliquant un médicament et finalement, est-ce que je fais quelque chose de juste pour aider mes patients? Donc ce sont des questions très importantes que nous devons comprendre, étant donné qu'on est médecin, on est infirmier, nous devons suivre l'éthique médicale et il faut poser aussi la question, est-ce que la technologie met une pression sur nous de suivre un certain type de guérison, de traitement? Ça, c'est très important à comprendre à ce point-là. Alors, quelle est donc la réponse possible? Je vous ai posé beaucoup de problèmes dans votre groupe. Je ne suis pas contre toute recherche, mais je crois à une thérapie équilibrée à mon patient en tant que le soin palliatif. Quelle est la philosophie de palliation? C'est l'objectif de réduire son problème lorsqu'on ne peut pas guérir, mais on peut s'occuper de patients, de réduire la violence de cette maladie. Le patient n'est plus capable de respirer, souffre beaucoup, donc on ne peut pas guérir la maladie sous-jacente. Donc pourquoi pas se concentrer sur les symptômes? C'est ce que je voulais dire. Et la solution, c'est le meilleur spectre que nous pouvons suivre. Nous pouvons avoir la stratégie thérapeutique, diagnostique, technologique au début et petit à petit, nous devons réduire le côté stratégique et une étape arrive lorsque nous devons arrêter toute stratégie diagnostique, thérapeutique et on doit prendre soin des malades pour assurer une bonne fin de l'âme. Nous, on n'en va pas se libérer, déserter nos patients, mais c'est le meilleur moyen de pratiquer tout un voyage d'un malade
On doit appliquer toutes les technologies dès le début, tous les outils diagnostiques et donner moins de soins palliatifs, mais petit à petit, il faut que le soin palliatif augmente et se concentrer plutôt sur le second et pour assurer la bonne fin de vie. Et puis la branche palliative, c'est pas juste regarder les patients lorsqu'ils meurent, c'est la seule branche de la science médicale qui s'occupe également du décès. Il n'y a aucune branche qui s'occupe du décès de quelqu'un. C'est la seule science qui va mettre l'accent sur le décès. Même s'il y a des bonnes recherches dans le domaine de la médecine palliative, mais il n'y a pas de développement technologique. Ça, c'est donc le développement positif, c'est-à-dire il y a une meilleure entente sur la pronostic et on leur fournit des décisions informées et assurer une meilleure relation entre les médecins et les malades et puis leur donner un espoir réaliste. Et il y aura une relation étroite entre le médecin et puis le patient et quand on lui offre des molécules avancées que vous savez vous-même que ces molécules ne vont pas aider. Et les patients seront déçus et ils auront beaucoup de charges financières. Ça, c'est le meilleur modèle lorsqu'on ne veut pas guérir la maladie. Alors, quelques clichés à la fin. Donc, il y a une analyse situationnelle. Et maladie chronique est un modèle. Et même aux États-Unis, cela a fait. C'est une donnée états-unienne. 30% des malades sont sous le soin palliatif. Malgré l'établissement de soins, il y a 53% de gens meurent dans les hôpitaux. Donc, problèmes cardiaques et problèmes respiratoires causent donc ces décès, surtout pour les patients hospitalisés et qui est devenu un fardeau, une charge très importante dans le monde. Ça, c'est l'Atlas mondial pour le soin palliatif et une bonne analyse concernant l'Asie. L'Inde possède le plus grand déséquilibre en termes de besoins pour la maîtrise de douleur. Et en Asie, entre 60 et 82% de patients se présentent dans un état avancé où l'option palliative n'est que le choix, aucune molécule ne va fonctionner. Et puis lorsque la douleur n'est pas maîtrisée, d'autres symptômes peuvent aussi créer une charge sur l'économie de famille. Donc il y a un besoin de mettre en place une infrastructure de soins palliatifs. Quel est le cas de l'Inde? La population indienne, c'est 1,21 milliard de personnes. Le cancer et les maladies non communicables posent un énorme problème pour la santé publique. Donc, il y a un besoin pour mettre en place soins palliatifs. Autour de 2,4 millions de gens sont atteints par le cancer et 2 tiers présentent le cas. Et puis, ce n'est pas uniquement le patient qui souffre, mais c'est la famille entière qui souffre. Il y a une charge financière sur les familles. Il y a seulement 0,4% de patients n'obtiennent que le soin palliatif en Inde, malgré tout le progrès, tout l'avancement que nous avons en Inde, partout dans le centre de cancer, même dans les coins les plus arriérés, on utilise les molécules, des patchs fentanyl, mais les médicaments les moins chers et le soin palliatif n'entrent pas dans les coins les plus arriérés du pays. Cela a été reporté par Economic Intelligence Unit, l'IN Foundation, en 2002 et ensuite en 2015, l'Inde se place vers le bas de la fin de la vie, de soins qui sont offerts de la fin de la vie en 2015, lorsqu'ils ont étudié de nouveau le même groupe et ils ont dit que l'Inde se trouvait
en 60e position sur 80 pays. À l'époque, ils ont analysé 40 pays, donc on était le dernier, et lorsqu'ils ont analysé 80 pays, on occupe 60e place. Donc, dans un pays pauvre, la réponse est plutôt pauvre. Nous offrons des médicaments chers, mais il faut aussi penser à offrir des médicaments qui peuvent leur offrir un décès digne. On n'y pense plus. Pourquoi cela se passe? Pourquoi il y a un mauvais scénario? Pourquoi 40e ou 60e? Parce que le concept de l'autonomie est faible. Les patients ne peuvent pas décider leur stratégie de thérapie et les physiciens s'orientent pour la guérison, mais pas beaucoup d'efforts sur la palliation. Les parents et les médecins ne figurent pas dans le progrès. Les parents et les membres de la famille continuent à demander et on ne donne pas une opinion honnête et ils vont vendre leur propriété pour obtenir ces molécules chères. Donc il faut leur donner une idée réaliste. Le plus grand problème dans le secteur commercial donc manque de soutien légal judiciaire. Par exemple, il y a toujours le problème d'être pris dans un procès. Il y a une demande nette pour avoir un cadre réglementaire pour les organismes. Et maintenant, il y a une tentative de créer ce règlement pour assurer la fin de vie. Par exemple, cette organisation d'accréditation d'hôpitaux en Inde est en train de le faire. C'est ce que je dis au départ. Nous avons fait du progrès dans le domaine de la médecine palliative. En 1980, il y avait juste quelques cliniques. En 1986, le premier hospice a été mis en place dans les années 80. Les médecins et les infirmières allaient en Angleterre pour la formation en 1994. L'association indienne pour le soin palliatif a été formée en Varanasi en 2012, qui est le jalon le plus important lorsque nous avons commencé un programme de master en soins palliatifs et le médicament palliatif. Il y a 123 centres de palliation en Inde, 135 pardon. Il y a 350 hôpitaux de cancer où il y a des machines thérapeutiques. Et sur ces 350, il y a 135 centres qui donnent le soin palliatif et la maîtrise de pain. Donc imaginez que dans tous ces hôpitaux, les gens doivent venir, les malades doivent venir avec de la douleur et puis ils n'ont pas de référence. Il y a souvent des pauvres qui se rendent dans tous ces hôpitaux et on leur offre rien au niveau de soins palliatifs. Il y a des bons programmes, bonnes formations de soins palliatifs. Ce sont des succès nationaux. Le gouvernement indien a reconnu la douleur de cancer comme une partie importante pour le soin de cancer compréhensible et qui est intégré dans le deuxième plan quinquennal. Sulfate de morphine est maintenant inclus dans la liste des médicaments essentiels par le gouvernement de l'Inde, le ministère du bien-être social, familial et de la santé. Et puis le conseil médical a aussi parlé du droit fondamental de l'homme et qui doit être partout dans le pays. Et on a dédié le programme palliatif. Notre IRCH, la recherche et le développement sans douleur. Je voudrais reconnaître la contribution de monsieur le professeur Roth qui a donc fait énormément de choses. Merci de votre soutien et nous avons commencé la médecine palliative ici à EMS. Ça, c'est la dernière réussite.
Donc la Société indienne pour le soin palliatif et aussi la Société pour soins critiques sont en communiqué conjoint. Vous pouvez lire cette communication, qu'il y a une bonne position et ça vous donnera donc un bon arrière-plan, un bon argument pour ne pas ressusciter et essayer de guérir un malade terminal. Alors, quels sont les messages? Il y a la croissance technologique, mais qui coûte cher, une bonne qualité de palliation et puis assurer la bonne fin de vie. C'est le mode de traitement approprié, position judiciaire ambiguë, c'est-à-dire est-ce qu'il faut enlever le support de vie ou non, qui donc entrave les médecins d'assurer le meilleur traitement. Il faut expliquer aux malades, il faut leur donner un peu plus de temps. Et une fois qu'on arrive à leur expliquer ce qu'il faut, il n'y aura pas de problème légaux, judiciaires, parce que nos malades sont assez braves. Il faut avoir des directives spécifiques, même pour l'avenir, et aussi il faut avoir aussi des directives spécifiques qui ont été déjà formulées à l'aide de l'OMS. Il faudra avoir une attitude équilibrée pour le progrès technologique vis-à-vis de la qualité de vie. Nous avons entendu donc toute cette intervention, la survie augmente, mais on ne doit pas oublier que pas au coût de qualité de vie. Ça, c'est un cliché très important que nous ne devons pas oublier. Il faut donc leur fournir un soin holistique. Les médecins qui s'occupent des reins, de foie, de poumons, de corps, mais le malade est un être humain et il a besoin d'une touche humaine. Il n'y a pas de bonne communication sur cela, mais on a écrit un éditorial et qui a été popularisé et qui est devenu assez populaire et qui coûte rien du tout et puis qui aide énormément nos malades. Merci de votre attention.